Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendiez bien? D'accord, ok. On va commencer tranquillement. Je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, eh bien, écoutez, je vais me présenter déjà pour commencer. Vous avez pu lire sur le programme que j'étais psychologue clinicienne. C'est exact. Et j'interviens dans le service du professeur Amoura, médecine interne, dans le centre de référence des lupus systémique. Et ça va me permettre de préciser ce que peut être la place d'une psychologue dans un service comme celui-ci. Alors, non pas que le lupus implique des désordres psychiatriques, psychopathologiques graves, mais comme on va le voir ensemble pendant l'heure qui suit, l'arrivée de cette maladie, les traitements vont provoquer, on dirait, vont provoquer des bouleversements, tant sur les émotions que sur l'équilibre mental, sur l'équilibre psychique. Et c'est sur cet espace bien particulier j'interviens, que je rencontre les personnes qui ont le lupus et qui, à certains moments de leur vie, ont besoin d'étayage, de compréhension, de faire une pause, de lâcher un peu, de lâcher prise, et de pouvoir le faire avec une écoute, je dirais, formée, dans une écoute particulière. Hein. Parler à une psychologue, c'est pas comme parler à sa sœur, à ses parents, à son partenaire. Mais voilà, avoir une écoute particulière qui va cibler des mouvements psychiques spécifiques aux personnes qui sont atteintes de lupus. Voilà. Donc, écoutez, je pense que on va commencer. Alors, le principe, c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier d'intervenir comme ça en distanciel. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Alors, on va quand même essayer de rendre ça le plus dynamique possible, c'est-à-dire que je vais vous faire part de mon expérience auprès des patients qui ont des pathologies chroniques, en particulier le lupus, puisque c'est ce qui nous fait rencontrer ce soir. Et on va faire des pauses, questions, réponses, commentaires au fur et à mesure de mon intervention, de façon à ce que, d'abord, je ne m'emballe pas un petit peu, parce que les psychologues, vous savez, on jargonne beaucoup et on peut vite partir dans des choses un peu nébuleuses, au niveau en tout cas de l'expression verbale. Mais en fait, pour vraiment partir de vos expériences et que ce moment un petit peu privilégié de rencontre, on puisse tous réagir dans un partage d'expériences, puisqu'on on va être assez nombreux, et aussi faisant part d'une expérience professionnelle, et puis peut-être des points qui ressortent le plus, des réactions psychologiques qui ressortent le plus auprès de vous tous, non pas pour banaliser les réactions, les comportements, mais plus dans un but de réassurance, c'est-à-dire de ne pas se sentir seul dans certaines réactions qu'on peut avoir et qu'on peut juger bruyantes, inadaptées, etc. Donc voilà. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, j'ai l'œil sur la discussion, à m'interrompre. Mais de toute façon, je prévoirai des temps de partage, de commentaires, de remarques ou de demandes de précision. Donc, si vous êtes tous d'accord, on va pouvoir tranquillement commencer euh, cette intervention. Donc, je vais partager mon écran.
Voilà. Est-ce que c'est OK? Tout le monde, vous voyez bien les slides? J'attends un tout petit peu les réponses. D'accord, c'est parti alors. Parfait. Très bien. Alors, quelques généralités d'abord. Euh, donc ou la compréhension plutôt de l'existence d'une maladie chronique est considérée comme un facteur très important de stress psychosocial qui va remanier en profondeur le fonctionnement psychique individuel, mais aussi la construction de soi, l'évolution de soi. Et la nature chronique de cette affection va modifier au quotidien des styles et des projets de vie. On va revenir sur ces points-là, la représentation de soi et également l'appréhension du quotidien. Alors, moi, je dis en effet la survenue et la compréhension. En effet, la compréhension, c'est au moment où, après l'annonce du diagnostic, les informations données par le soignant vont faire sens déjà sur le plan cognitif. Et c'est le moment aussi où, peu à peu, il va y avoir des ressentis, il va y avoir des constatations sur nos corps, des constatations sur notre façon d'aborder nos activités, sur la relation avec les autres. Hein. C'est-à-dire que annoncer un diagnostic, c'est pas l'assurance d'une compréhension et d'une intégration des changements qui se produisent chez les personnes à qui on annonce le lupus. L'annonce du diagnostic entraîne des émotions dépressives. Alors là aussi, on va être, je vais vous expliquer dans les diapositives qui vont suivre, dépressive, on va essayer de désamorcer, je vais dire, un peu toutes les représentations péjoratives, négatives et angoissantes de ce mot. Donc, l'annonce du diagnostic entraîne d'abord des émotions dépressives, réactionnelles, mais il faut retenir qu'elles sont normales. Normales, ça veut dire adaptées. Parce que ce diagnostic, cette annonce d'existence d'un lupus va amener les personnes à renoncer à certaines choses de leur vie et notamment à renoncer à l'idée, à la représentation, à la réalité d'une bonne santé. On va appeler ça le deuil de la bonne santé. J'aime pas trop ce terme, mais je l'emploie exprès parce que je sais que vous l'entendez beaucoup et derrière le mot deuil, on entend tout et n'importe quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par émotion dépressive? L'émotion dépressive, la dépression, c'est une émotion, c'est un affect qui existe dans notre réserve de défense dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire avoir des réactions dépressives parce qu'on vient de perdre un animal qu'on aimait bien, la réaction dépressive parce qu'on a un échec important. Vous voyez, c'est une réserve de réactions possibles pour être adaptée à notre vie quotidienne au même titre que des émotions d'euphorie, des émotions de joie, l'affect même parfois un peu d'excitation psychique dans versus positif, ça fait partie des réserves.
de défense pour réagir à des événements de la vie quotidienne. Donc, en effet, lorsque l'on apprend qu'on a un lupus, après souvent euh, pas mal de temps, pas mal d'examens, d'analyses médicales, un petit peu de, voilà, de recherche importante, et le diagnostic est prononcé par un soignant. Et en effet, de façon adaptée, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a des repères qui vont sauter et il est normal de réagir sur un versant dépressif au sens de la tristesse. Enfin, je vais le détailler tout à l'heure. Ce diagnostic provoque un stress. Qu'on entend par stress, là aussi, il faut le définir parce que c'est un mot qui est quand même pas mal galvaudé. Le stress, c'est-à-dire, c'est ce qui va figer, hein, c'est ce qui va figer le psychisme, en tout cas dans mon domaine de la psychologie. Le stress, c'est ce qui va figer les émotions, c'est ce qui va figer les processus intellectuels qui vont empêcher la personne qui ressent ce stress, ça va empêcher la personne de penser large. Tout va devenir très étroit et très, très fixé sur des mots entendus par le soignant, mais dont on ne connaît pas toujours le sens et dont on n'envisage pas la portée. Ce stress, comme facteur déclenchant, du lupus, c'est pas prouvé du tout. Se dire, voilà, mon lupus, j'étais très traumatisée, j'étais très stressée, j'avais beaucoup de soucis, ça a déclenché un lupus. Ça n'a jamais été prouvé. Par contre, le stress, dans son rôle modulateur dans l'activité de la maladie, c'est-à-dire d'avoir à certains moments donnés des tensions émotionnelles, vont peut-être favoriser, hein, la réapparition de certains symptômes ou la reviviscence de certains symptômes. Hein. Le stress, le retentissement que ce stress a sur la qualité de vie, là, ça, c'est observable. Observable par l'équipe soignante, observable par vous tous. Hein. Donc, je trouvais important de partager cela avec vous, hein, de ne pas se dire j'étais dans un état qui a fait que le lupus a démarré. Ça, un premier effet, c'est déjà de culpabiliser. Donc, vous voyez, déjà, c'est très négatif. Voilà. Et puis surtout, ce n'est pas prouvé. Le lupus, c'est une maladie imprévisible et fluctuante. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des moments où les choses vont plutôt bien, voire très bien, puis il y a des moments où ce que vous appelez les poussées, ou ce que le matin, difficile de commencer à bouger, etc. Donc cet aspect imprévisible et fluctuant qui gagne souvent tout le corps, et dont on ne sait pas tout, ça entraîne une incertitude, ça entraîne de l'inquiétude et ou de l'angoisse. C'est-à-dire que il peut y avoir chez certaines personnes un fond latent de tension, d'inquiétude et parfois de bouffées de moments très angoissants. À ça s'ajoutent les consultations qui sont répétées, qui reviennent trop vite, trop souvent, les contrôles, la surveillance, qui parle d'investigation médicale ou biomédicale, dit aussi les attentes de résultats. Tout cela nourrit le stress, de, nourrit d'inquiétude. Alors, je vois que dans la discussion, Bénédicte, vous dites au début de mon lupus, les soignants m'ont parlé de gros chocs émotionnels. Alors moi, je ne connais pas votre situation, hein, mais il peut y avoir à ce moment de la découverte du lupus une période de la vie qui est en effet sur le plan émotionnel aigu, inconfortable et peut-être qui favorise l'arrivée plus rapide, la découverte plus rapide. C'est la réponse que je peux vous donner. Le mal-être
ressenti dans la vie quotidienne avec le lupus, ce n'est pas une maladie psychique, mais ça peut provoquer des déprimes, hein. C'est-à-dire que quand ce stress avec le lupus, en soi, c'est pas une maladie psychique. Par contre, c'est usant d'être en tension, c'est usant d'avoir des douleurs, c'est usant d'être fatigué tout le temps, etc. Et en effet, il y a des moments donnés, on a un creux de vague. Bien. Alors, l'annonce du diagnostic, on a des repères, hein, assez, qu'on retrouve assez régulièrement, des étapes, hein, dans l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'impact du discours d'annonce, la dépression réactionnelle, hein, c'est-à-dire ce que je vous expliquais tout à l'heure, la compréhension de la maladie, puis l'implication dans le traitement. Voyez, et c'est quelque chose qui ne se fait pas, bien évidemment, en 24 heures. Si on reprend l'impact du discours d'annonce, il y a une sensation d'anéantissement, un choc, quelque chose qu'on peut parfois euh, euh, qualifier de traumatisant, hein, comme un traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui arrive dont on ne pouvait pas anticiper, que l'on ne pouvait pas, pardon, anticiper, c'est quelque chose qui s'impose avec violence et qui donne cette impression d'anéantissement, c'est-à-dire qu'en fait les repères sautent et on nous annonce quelque chose dont on ne réalise pas ce que ça veut dire, quand on ne comprend pas. En plus, le lupus, si on fait un micro-trottoir, bah, on aura beaucoup de personnes qui diront ah, je ne connais pas, jamais entendu parler, hein. Par contre, si on parle d'une grippe, si on parle du Covid, là, il n'y a pas de souci, il va y avoir des échos. Mais le lupus, vous voyez, c'est quelque chose qui frappe parce que mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va impliquer, est-ce que ça se guérit, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un arrêt sur image, en fait. La sensation d'anéantissement, c'est l'arrêt sur image. Avec cette perte des repères dans la compréhension et dans se situer, qu'est-ce que ça va être demain en fait, hein, tout en disant mais j'en veux pas. Aujourd'hui, tout de suite, ce qu'on m'annonce, j'en veux pas. La dépression réactionnelle, ben, c'est ce qui vient assez rapidement, c'est-à-dire une grande tristesse, au fur et à mesure qu'on comprend, on intègre des bribes de ce diagnostic et de ses conséquences, hein, qui sont données par le soignant, on a l'impression qu'on va être obligé d'interrompre tous nos projets. Il y a une sensation de vide, des sensations de culpabilité, d'impuissance, c'est-à-dire, bah, moi, je ne connais pas. Et à un moment donné, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se soigne et je me sens en dépendance totale avec l'équipe médicale. C'est-à-dire que je ne peux rien faire pour moi-même. À cet instant-là, il y a cette sensation d'impuissance et de dépendance totale à la personne qui est qui sait, c'est-à-dire le soignant, hein. Et un sentiment d'injustice également. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai rien fait? Badala, badala. Et en fait, il y a quelque chose qui est figé et on voit bien là que les capacités d'élaboration euh, sont, euh, sont extrêmement bloquées. Euh, et puis, en effet, là, je lis toujours dans le partage de la discussion. En effet, c'est une maladie qui est extrêmement complexe. C'est une maladie aussi qui n'est pas standard, c'est-à-dire le lupus de Madame X n'est pas le lupus de Madame T ou de Madame M. Donc, en effet, et je vois que vous avez employé le mot sournoise, oui, c'est une maladie, en effet, qui ne se laisse pas saisir sur le plan cognitif et aussi sur le plan des réactions du corps. Puis va venir le temps de la compréhension de la maladie, de ses implications et aussi, bien sûr, la compréhension du traitement.
hein. Et bien sûr, la compréhension du traitement, c'est pas je connais le nom de mes médicaments, hein, c'est-à-dire tel traitement, l'impact sur mon corps, si je le prends, qu'est-ce que ça fait sur tel organe, sur mon équilibre, etc., etc., hein. Et on dit que, ça c'est une phrase un peu plaquée, mais elle est, je trouve, assez vraie dans la pratique, c'est soigner le corps répare les blessures psychiques. Alors, c'est un petit peu ce sur quoi j'ai construit cette présentation. En effet, de pouvoir peu à peu aborder la compréhension de la maladie, la compréhension du traitement va permettre à la personne atteinte de trouver une place dans sa propre prise en charge médicale, c'est-à-dire que de cet état d'incompréhension, de cet état de dépendance, d'ignorance, mais de dépendance totale aux soignants, la personne va pouvoir se retrouver actrice excusez-moi, va pouvoir se retrouver actrice dans sa prise en charge, va pouvoir avoir la preuve qu'elle peut faire quelque chose pour elle, elle peut prendre son traitement, elle peut répertorier ses symptômes. Elle peut réagir quand les symptômes vont se présenter, anticiper et réagir. Donc ça, c'est important que ça se fasse assez rapidement dans l'annonce, enfin, après l'annonce du diagnostic, de façon à ce que la présence du lupus prenne sens dans la vie de la personne. La violence du diagnostic au sens de effet traumatisant, le traumatisme, c'est un événement qui arrive sans s'annoncer, qui est dans l'incompréhension, qui est brutal et qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est un événement qu'on garde longtemps sans, je dirais, ramification, sans être intégré à la vie de la personne. C'est comme quelque chose, un événement qu'on garde à part, qu'on clive de notre histoire de vie. Et donc, tout le travail psychologique va être de redonner du sens à cette présence de maladie, donner du sens aux interventions médicales, donner du sens au traitement que l'on prend. Quand je rencontre des personnes qui ont un lupus et qui sont proches de l'annonce du diagnostic, souvent je dis, eh ben, il va falloir se donner les 4 saisons. Hein, à la question, mais ce malaise, ces angoisses, ça va durer combien de temps, etc. Oui, je dirais qu'il faut se donner les 4 saisons qui suivent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on est construit, on vit tout simplement euh, sur, euh, sur une année, en fait. On a des cycles de 1 an. Alors, on est, on vit, on meurt, mais on est sur des cycles de 1 an, au ce sens où on a des rituels. C'est-à-dire que tous les ans, les fêtes de fin d'année, tous les ans des fêtes religieuses, tous les ans les anniversaires, les vacances, etc. On est basé sur des repères un peu temporels comme ça. Et en fait, de pouvoir vivre avec le lupus ce qu'on a l'habitude de vivre tous les ans permet aussi à la maladie et à son traitement de s'intégrer comme quelque chose qui fait partie de la vie. La deuxième année, on n'a pas on a moins ce sentiment de se dire ah l'année prochaine, l'année dernière à cette époque-là, on était au même endroit, on était en réunion de famille, j'avais pas le lupus. C'est-à-dire que la répétition euh, enfin, le vécu répétitif des événements qui reviennent chaque année avec le lupus permet son intégration dans notre histoire de vie. De même que la répétition du traitement au quotidien
ou une fois par mois quand on vient en hôpital de jour pour un traitement, eh bien, c'est aussi quelque chose qui aide à s'approprier euh, cette, cette nouvelle présence dans notre vie, je dirais. Alors, on, l'annonce est l'annonce et la présence de lupus entraîne plus ou moins une détérioration de la qualité de vie. Alors, le mot est peut-être un petit peu fort quand je le relis maintenant, mais en tout cas, il y a plus ou moins des atteintes dans le sens négatif, gêne, dans la qualité de vie chez les patientes concernées, en termes de difficultés à prendre soin de la santé physique et de la santé psychologique. Et on voit bien que très rapidement, les personnes qui ont un lupus réclament plus d'informations ciblées sur la pathologie, ainsi que des aides psychologiques adaptées à certains moments particuliers de la vie. En fait, et on voit aussi que le bien-être psychique, qui va être récupéré au fur et à mesure, est significativement corrélé à l'équilibre psychique. Alors, l'annonce excusez-moi, j'allais dire diabète, mais ce n'est pas du tout ça. L'annonce du lupus impose aux patientes des stratégies d'ajustement, c'est-à-dire de développer ce qu'on appelle des comportements de coping, qui impliquent en fait un choix plus ou moins conscient. C'est-à-dire un choix qui va être influencé par un fonctionnement psychologique antérieur, c'est-à-dire, comment dirais-je, quand le lupus arrive, on a un fonctionnement psychique qu'on a construit depuis notre naissance, et en fonction de cela, on va développer des stratégies d'ajustement différentes. C'est-à-dire qu'on observe trois façons qui parfois d'ailleurs se rejoignent, se croisent, se retrouvent à des petits carrefours. C'est-à-dire que soit un rejet de la maladie. Et c'est-à-dire que quelque part, ça va être une vie contre le lupus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation possible avec la réalité. Parfois, c'est comme ce qu'on appelle une aliénation, c'est-à-dire que toute la vie va justement se diriger pour le lupus, c'est-à-dire tout en fonction du lupus, tout pour que le traitement soit nickel chrome, de façon un petit peu rigide, mais on l'appelle aliénation parce qu'en fait, ça va empêcher tout autre espace de vie avec le lupus, c'est-à-dire que euh, avoir un lupus, c'est pas être lipidique. Voilà. En tout cas, il faudrait que surtout pas que ça soit ça. C'est-à-dire que on n'a pas une identité lupus. En fait, c'est toute la subtilité, je dirais, de l'avoir une maladie et être malade. Hein. Et tout ça est très subjectif, bien évidemment, mais ça peut nécessiter et trouver bénéfice dans une espèce d'éducation à vivre avec une maladie chronique, avec le lupus. C'est-à-dire, je suis moi et au maximum, je vais faire des choses, des activités, je vais ressentir des émotions qui me sont propres et qui ne seront pas qui passeront pas à travers le tamis du lupus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on pourra reprendre ça au moment des questions, bien évidemment. Et puis, on a justement l'assomption, c'est-à-dire cette troisième posture qui est je vis avec le lupus. Voilà, c'est-à-dire je compose, je négocie. Euh, comment dirais-je, et dans les consultations, les patientes, en tout cas
dans mon expérience, exprime un bouleversement de la représentation de soi, de l'estime de soi, qui parfois s'effondre. Hein, et qui toujours entraîne vers ce que j'appelle la déprime, en tout cas le versant un peu, oui c'est ça, déprimé, hein, et c'est provisoire. Donc, de façon générale, mais là encore, on va détailler, hein, des importants, il faut d'importants réajustements et, comment dirais-je, euh, on est confronté au principe de la réalité. Le principe de la réalité, c'est une défense, c'est pareil, ça fait partie de nos défenses, de nos réserves de défense psychologique que l'on a acquis les 6 premières années, on va dire, de notre vie. Euh, le principe de réalité, c'est euh, j'ai euh, j'ai envie d'être, j'ai l'idéal de ma vie en tête, et puis la réalité me propose des choses qui sont parfois différentes. C'est-à-dire, ben voilà, je vous donne un exemple un peu, un peu coupé à la hache, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous voyez, j'ai toujours rêvé d'être chirurgienne cardiaque et pour moi, c'est le summum de ce que je fais. Et puis, je m'aperçois au fur et à mesure de mes études, du lycée, etc., ben, que la SVT, les maths, la physique, ben, ça va pas trop ma spécialité. Vous voyez, cette réalité, elle se présente et je vais devoir négocier avec ben, cet idéal que j'ai et ben, cette réalité de mes compétences, et je vais renégocier avec moi-même, avec ses souhaits et ses désirs, de façon à pouvoir m'adapter à cette réalité, mais garder du plaisir à travailler. Eh bien, voilà, je serai psychologue clinicienne. Eh bien, je garde la possibilité d'avoir du plaisir à exister socialement, professionnellement, au prix d'une négociation qui se fait plus ou moins dans la douleur, hein, selon les personnes, au prix d'une négociation entre les désirs et la réalité. Hein. Et quand on nous annonce une pathologie chronique, c'est-à-dire à l'heure des connaissances médicales qui ne se guérit pas, mais qui se soigne, qui s'accompagne, eh bien, on est amené à aller chercher cette défense qui est le principe de réalité, négocier avec la réalité. Et donc, dans ces réajustements, on a ce qu'on appelle l'acceptation de sa propre vulnérabilité. Hein. Parfois, on a un sentiment de toute puissance, hein, qui nous qui est antérieur, hein, l'enfant à 5, 6, 7 ans, il est tout puissant, tout ce qu'il veut, il l'aura. Eh bien non, donc, et l'annonce d'une pathologie chronique, c'est en effet la prise de conscience de notre propre vulnérabilité, avec un changement dans la perception de soi, la représentation de soi, l'image de notre corps, le ressenti de notre corps. Il y a quelque chose là qui est fracturé, ce qu'on appelle les blessures narcissiques dans notre jargon. Euh, Si on a une perception de soi qui va changer, qui est attaquée un peu, ça va modifier nos rapports à autrui, ça va modifier nos relations avec les autres. La maladie, elle agit sur la personne, sur le ou la patiente. Elle agit sur son entourage proche, la famille, les amis, et elle agit sur les liens qui unissent cette personne concernée par le lupus et l'entourage familial, social, amoureux. Alors, les importants réajustements vont être axés sur deux tuteurs, deux assises. Les assises narcissiques
et les assises objectales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les psychologues? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là? En fait, du jour où on est, du jour où on sort du ventre de notre mère, on grandit sur deux axes. Un axe narcissique qui comprend, enfin qui est composé de l'image de soi, de l'image du corps, l'estime de soi. C'est basé sur l'identité, hein, le je. C'est basé sur je pense, je suis, je ressens. C'est-à-dire, c'est la représentation de soi, c'est moi par rapport à moi-même. Et puis, on grandit sur un deuxième axe, simultanément, sur un axe objectal, c'est-à-dire c'est comment je me considère, comment je me vois dans le regard, dans les yeux de l'autre. Qu'est-ce que je comprends de ce que l'autre me renvoie comme image? Ce sont en fait, je dirais, nos capacités relationnelles qui sont comprises là dans cet axe objectal. Alors, avec le lupus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? En effet, il va y avoir une modification de la subjectivité dans notre rapport au corps, c'est-à-dire apprendre qu'on a une pathologie, le lupus, ressentir de la douleur, ressentir de la fatigue, regarder sa peau, observer les plaques, et j'en passe. C'est, comment dirais-je, tout de suite son corps atteint. C'est notre axe narcissique et notre image de soi et donc notre confiance en soi, l'image qu'on a l'impression que l'on va donner. Un peu comme si le fait qu'on savait qu'on avait un lupus, l'autre va le savoir aussi. Il y a une espèce de porosité des limites avec l'autre qui s'exerce. Et alors, les patientes vont être amenées à investir leur corps de façon différente sans pour autant nier le lupus et ses implications. Le but étant de trouver des mécanismes d'adaptation à la pathologie et de pouvoir récupérer de l'estime de soi. C'est un peu ce qu'on pourrait dire d'une autre façon, c'est le corps qui ne fonctionne plus comme avant, mais qui semble, aux yeux des personnes concernées, ne fonctionnant plus comme les pères, PARS. Et il s'opère cette fameuse blessure narcissique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu une altération du sentiment d'amour et d'estime pour soi-même. Le corps, dans ses fonctions, dans ses ressentis, ne correspond plus à la représentation que les patientes se sont construites peu à peu dans leur vie avant l'arrivée du lupus. Le corps devient une source de malaise psychique, physique, parfois de déception et de trahison. En tout cas, ce sont les mots, hein, que j'entends dans les échanges que j'ai avec les patientes. J'entends quand je me regarde maintenant, je vois quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un d'autre. Je me sens vieille. J'ai l'impression que d'un seul coup, on m'a volé des années de jeunesse. J'ai peur qu'on me quitte, j'ai peur que mon mari me quitte, j'ai peur que mes enfants se détournent de moi, j'ai peur qu'ils aient honte de moi. Et il y a toute une violence et l'éruption d'émotions très déstabilisantes. On va faire, si vous le voulez bien, une petite pause pour regarder un petit peu vos questions. Je vais arrêter le partage. Et écoutez, ben n'hésitez pas à écrire dans la discussion. N'hésitez pas de mettre vos commentaires, comment ça résonne, qu'est-ce que vous avez
ce à quoi ça vous rapporte. Je vois Anne-Sophie, vous dites euh, parfois je suis extrêmement fatiguée. Quand il m'arrive quelque chose, je sais que c'est le lupus, mais je ne veux surtout pas le montrer car je ne veux pas qu'on le regarde hein, comme une. Je veux pas qu'on me regarde comme une personne faible, surtout à titre professionnel. Donc ça, c'est une remarque hein, que vous ressentez. Je pense que c'est quelque chose que vous ressentez. Je pense que c'est quelque chose qui doit être assez partagé. N'hésitez pas à intervenir pour qu'on puisse. Bon, aurais-je plombé un peu? Aude, vous dites le regard des autres nous touche beaucoup. On a la réponse de la réaction d'Aurore. Alors, donc là, il y a deux. J'essaie de faire un peu la synthèse. Hein. Euh, donc, il y a la relation à l'autre. Hein. J'ai peur de dire l'estime de soi. Et il y a également l'accompagnement d'un enfant avec le lupus. Alors, en tout cas, il y a une remarque qui dit rien ne se voit. Les personnes ont l'impression que je simule ou que je suis en pleine forme. Alors, en effet, il y a j'ai envie de dire une déconnexion. C'est pas tout à fait ça. C'est en effet j'entends souvent cela, c'est-à-dire que c'était certainement sous-entendu tout à l'heure dans une remarque. Là, vous parlez de maladies invisibles. Euh, Tout à l'heure, il y avait le mot sournois. En effet, c'est une maladie qui peut être invisible aux yeux des autres, tout à fait. C'est une maladie sournoise, perverse, dans le sens où il y a un décalage, on appelle ça, nous, un, un désaccordage, en fait, entre ce que l'on ressent et ce que l'autre peut voir. C'est-à-dire que j'ai entendu à quelques reprises la remarque suivante. Elle est dure, mais je vais vous la donner parce que elle illustre très bien ce qui apparaît dans la discussion, c'est-à-dire si j'avais une jambe coupée, j'aurais pas les mêmes réactions autour de moi parce qu'au moins ça se voit. Voilà. Et c'est vrai que de devoir de devoir expliquer à nouveau la fatigue, d'expliquer pourquoi ce soir-là on ne sort pas, pourquoi ce week-end-là on ne fait pas telle et telle chose, pourquoi on n'accompagne pas, alors que, heureusement, je dirais quelque part, il se dégage de chacune une personne en bonne santé, une personne dite comme les autres. Hein. Alors, le décalage vous renvoie en effet à une, une incompréhension de la part des autres, voire on pense que je mens. Parce qu'en effet, les autres ne sont pas, ne peuvent pas se représenter un ressenti, ne peuvent pas se représenter quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Et ce qui fait dire d'ailleurs souvent aux patients, mais de toute façon, in fine, on ne peut pas comprendre parce que de toute façon, il n'y a que moi qui sais, il n'y a que moi qui, euh, qui ressent. Et en effet, les personnes, comme le dit la dernière intervention, les personnes ne connaissent pas cette maladie.
Hein. C'est une maladie qui n'est pas connue du grand public. Alors, ce qu'il faudrait mieux communiquer, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut retenir, hein, tous, et certainement les soignants en premier, peut-être mieux communiquer sur le lupus. Euh, et puis, l'explication fait... L'explication ou décrire ce que l'on ressent quand on a un lupus, c'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'on peut le faire une fois et on a l'impression qu'après, disent les patients, ben, on a l'impression qu'après, il faut recommencer. Ils ont oublié. Euh, alors, je lis la dernière remarque. Dans tous les cas, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre avec ce satané lupus. Pour ma part, je me suis beaucoup battue. Les gens, enfin, certaines personnes sont dans le jugement, mais n'oublions pas que ces personnes ne connaissent pas la maladie. Elle est peu connue, mais c'est un peu, mais un peu. L'a dit, les connaissances. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est certainement l'ignorance qui explique la maladresse des personnes. C'est certainement ça. Alors, qu'est-ce que ça provoque chez les patients qui sont atteints de lupus? Ça provoque j'ai le lupus. Je suis fatiguée, j'ai tous les symptômes, j'ai des douleurs, je dois prendre un traitement, je dois être hospitalisée de temps en temps, j'ai souvent des surveillances et c'est encore à moi de rassurer les autres, de leur expliquer, de leur dire. C'est-à-dire que c'est un peu comme une charge mentale supplémentaire euh, que doivent vivre les patients avec le lupus. Euh, je lis en même temps, hein, excusez-moi, je ne sais pas, j'ai des blancs. Alors, vous décrivez en effet un travail personnel, euh, un travail qu'il faut faire sur soi à l'aide de sophrologie, de la psychologue. Vous dites, vous parlez d'hypnose, d'ostéo, de réflexologie, etc. En effet, ce sont des moyens qu'on peut utiliser pour se soulager soi-même, hein, pour pouvoir nous aider à intégrer et à vivre avec le lupus. Euh, Mieux on intégrera, mieux on sera avec le lupus, mieux on projettera certainement une image sur les autres euh, qui sera peut-être, qui sera différente et qui permettra à l'autre de réagir avec moins de maladresse. Hein. Maintenant, si, comment dirais-je, mais on n'est pas responsable totalement de comment les autres réagissent quand ils sont maladroits, quand ils nous font des réflexions, etc. Je lisais que là, il y avait je suis sous cortisone, j'ai enflé, il faut que j'explique pourquoi j'ai pris du poids. Hein. Il faut, j'explique pourquoi, comme s'il fallait se justifier. Hein. En effet, ah, mais dis donc, tu as pris du poids. Et en effet, j'ai pris du poids parce que, etc. Ce qui amène beaucoup de personnes à tenir secret, à faire comme si, être un petit peu dans une sorte de dénégation, donc consciente, bien sûr, parce que c'est une dénégation, c'est pas un déni, et de rien dire et de s'ajouter une fatigue supplémentaire, de s'ajouter une posture encore plus lourde, c'est-à-dire je dis rien et je fais comme si tout allait bien. Alors, je lis quelque chose d'intéressant aussi. Sarah, vous dites, le lupus a changé ma perception de la vie. Je profite plus de la vie. J'ai l'impression d'avoir une épée au-dessus de ma tête. Je fais du sport, je mange plus sereinement. Je crée un lien plus fort avec mon compagnon. Je me dis que j'ai la chance d'avoir survécu. Ce que je ne supporte pas, par contre, c'est la fatigue. C'est vrai que la fatigue, c'est un,
C'est une sensation extrêmement subjective. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de score. La fatigue, elle est jamais, c'est subjectif. C'est ce qu'il y a certainement de plus subjectif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être difficile à partager avec quelqu'un, hein. Expliquer pourquoi on est bouffi, pourquoi aujourd'hui on refuse l'apéritif salé. Oui, tout à fait. C'est toujours, je dois me justifier. Alors, est-ce que les malades du lupus ont forcément une fragilité psychologique? Euh, Ça, c'est les questions un peu pièges. Mais pas, enfin, pas piège au sens, c'est-à-dire que ma réponse, je vais bien l'expliquer. En tout cas, ma réponse, elle est guidée par mon expérience. Ça n'a jamais été regardé, regardé sous microscope, c'est-à-dire euh, fragilité psychologique, elle existe. Oui, elle existe quand on a un lupus. Elle existe fortement à certains moments, tout à fait. Des moments qui dépendent bah, des histoires de vie, hein, des événements qui arrivent dans la vie de chacun. Elle dépend également des poussées, elle dépend également du, je ne sais pas si je dois dire degré de lupus, mais en tout cas de l'importance de l'atteinte du lupus, c'est évident. Fragilité à certains moments, très certainement. Très certainement. C'est-à-dire que la fragilité psychologique à laquelle je pense, c'est l'irritabilité, le découragement, parfois l'agressivité, ne pas pouvoir supporter les choses, être plus facilement envahi par les émotions, avoir des capacités de jugement, d'évaluation des choses, des événements. Euh, oui, 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 j'observe ça. Il y a plus encore que la fragilité psychologique, on observe des dépressions qui seront plus larges chez certaines personnes, plus larges, c'est-à-dire que c'est une dépression qui ne concernera plus que je réagis à la présence du lupus, mais des dépressions qui vont s'adresser à tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que tous les domaines de la vie vont être impactés avec la même détresse, avec la même tristesse, avec le même découragement que lorsqu'on pense au lupus. Donc, en fait, c'est la dépression qui se généralise. En effet, ça existe. Bien sûr, ça existe. Ce n'est pas systématique, mais ça existe. Je ne serais pas honnête de ne pas le dire en répondant à votre question de la fragilité psychologique. Mais parallèlement à ça, beaucoup de personnes avec le lupus ont beaucoup de moments où la vie reprend sens, où euh, la personne, on peut apprécier chaque moment, où on oublie même qu'il y a la présence de la pathologie. Oui, heureusement, ça existe beaucoup. Alors oui, je vois là, au travail, mes collègues mangent en terrasse l'été. Moi, je ne peux pas, en effet. Le soleil, l'été, beaucoup de choses se passent à l'extérieur. Tout à fait. Un manque d'énergie, de motivation, de découragement au cours des poussées, un épuisement, un sentiment de chape de plomb. Oui, en effet, ce sont ces moments auxquels je faisais allusion tout à l'heure, où on baisse les bras, hein, on a envie de tout lâcher, de s'enfermer et de plus voir personne. Alors,
Alors, je réponds à une intervention qui fait suite à la question de la fragilité psychologique où la personne dit, c'est important pour moi car je suis dépressive depuis toujours et j'ai développé cette maladie il y a 1 an. Je vais me permettre de reprendre, de rebondir sur votre remarque. Et c'est ce que je disais un tout petit peu en amont de l'intervention, c'est-à-dire qu'en effet, on va réagir, enfin réagir à la présence du lupus de façon proche du fonctionnement avec lequel on a l'habitude de vivre. C'est-à-dire, plus précisément, pour reprendre votre remarque, si en effet, s'il y a un fonctionnement dépressif avant le lupus, hein, eh bien, la manière de s'adapter au lupus va être influencée par le fonctionnement dépressif qui préexiste à l'arrivée du lupus. Hein. Il y a un travail psychologique qui peut être fait et qui peut adoucir, qui peut moduler hein, ces réactions-là. Mais il est évident, dans le sens il est observable par moi, que en effet, le fonctionnement qui préexiste au lupus va impacter sur la réception, enfin la façon dont on reçoit le lupus. Euh, c'est pour ça que la façon dont on réagit à l'arrivée, enfin, quand on a un lupus, elle n'est pas forcément à dire faut pas que je réagisse comme ça, c'est pas bien. Il est la façon dont on vit avec le lupus est toujours à mettre en regard du fonctionnement habituel. On ne va pas inventer un fonctionnement psychique des particuliers pour le lupus. On va s'adapter avec notre fonctionnement psychique à la présence du lupus. C'est tout le travail psychologique qu'on peut faire par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que vouloir changer le fonctionnement de la personne au nom du lupus, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la posture de l'aliénation, c'est-à-dire je vais essayer de me changer un peu le cerveau, j'ai envie de dire, au nom du lupus. Non, on va utiliser nos ressources habituelles quand on nous annonce une nouvelle qui ne nous fait pas plaisir, qui nous impacte, et on va utiliser notre fonctionnement. Par contre, on va le moduler, on va le travailler. Est-ce que le lupus a pu entraîner des troubles psychologiques? Peut-être, provisoirement, oui. La réaction à l'annonce est déjà un trouble psychologique, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on va impacter une pathologie. Voilà, je voudrais être très claire par rapport à ça. Alors, dans vos remarques, beaucoup arrivent sur l'épuisement physique, la fatigue, l'épuisement mental. Et en effet, ça, c'est quelque chose qui renvoie à une fragilité, une sensation de plus être capable, de plus pouvoir. La dernière intervention, c'est je suis atteinte de lupus depuis 15 ans et j'ai un peu plus de recul. J'ai vécu pourtant des périodes très difficiles. Il ne faut surtout pas se culpabiliser, en effet. Hein. Il n'y a aucune faute dans cette affaire. Il n'y a aucune faute de la part du patient. Cependant, il y a quelque chose qui appartient au aux réactions dites normales, aux réactions psychiques normales, l'individu n'aime pas ne pas comprendre. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, l'individu voudrait savoir pourquoi. Il faut trouver des coupables. Il faut trouver des situations qui vont signifier, qui vont expliquer tout. On n'aime pas ne pas comprendre, on n'aime pas ne pas avoir l'origine des choses. Il y a dans l'évolution intellectuelle
de l'être humain, en l'occurrence, c'est vers 10, 12 ans, ou peut-être un tout petit peu avant, où l'enfant accepte que les choses arrivent par hasard. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie à l'âge adulte, hein. Et c'est cette ressource-là, c'est cette compétence psychique-là qu'il faut aller retrouver. On a acquis, au cours de notre développement psychologique et particulièrement cognitif, intellectuel, cette compétence euh, de d'accepter que les choses arrivent par hasard. Et l'arrivée du lupus fait partie, hein, est un domaine dans lequel on peut utiliser ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire que quand on nous annonce le diagnostic de lupus, les patients partent à la recherche active, très active, suractive, j'ai envie d'inventer le mot, d'une responsabilité. Pourquoi? J'étais fatiguée, j'ai eu un traumatisme, j'ai eu un choc émotionnel, j'ai eu un accident de voiture à ce moment-là, j'ai pas assez bien mangé, et là là là, et là là, et là là. Mais ça satisfait personne, ça, parce que c'est pas la réponse. Donc c'est compliqué. Il y a une recherche active de responsabilité. Alors, il y a un dérapage de temps en temps sur c'est de ma faute, ou je me sens en tout cas responsable. J'ai un traitement, j'ai un diagnostic. Je suis suivie dans un centre lupus ou avec mon soignant qui connaît bien le lupus. J'ai un traitement et ça marche pas bien. J'ai parfois des poussées, j'ai toujours des douleurs le matin, il faut que je me dérouille, etc. Donc, quelque part, c'est que je fais pas bien les choses. Je pense qu'on a aussi une responsabilité du côté des équipes soignantes, c'est de poser la question, est-ce que vous faites bien votre traitement? Vous prenez bien le traitement le matin, le midi, le soir? Vous faites bien, qui parfois viennent toucher le point fragile, hein, et ça, c'est pas volontaire, mais, euh, mais qui vient en tout cas renforcer cette idée que avec la connaissance de l'existence du lupus, sa description, on décrit bien le lupus, avec le traitement qu'on a, avec les médicaments qu'on a à la maison, ça devrait marcher. On devrait être libre, ne plus ressentir, être en forme. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Alors, est-ce que c'est de notre faute? Vous voyez, il y a un dérapage. Ça va? Pas trop d'infos qui pourraient tuer l'info? A priori, dans les réactions, j'ai l'impression que vous vous retrouvez. 88, tu as la pitié. Il y a des hauts et beaucoup de bas, mais je survis. Le survie, c'est fort aussi ce mot. Je vais me permettre de repartager l'écran avec vous et reprendre. Oh là, ça ne reprend pas là où je voudrais. Allez, ah voilà, très bien. Alors reprenons ce fameux axe narcissique. Mais vous l'avez très bien évoqué d'ailleurs déjà dans vos remarques. Alors attendez 2 secondes, je vais juste garder un œil sur vos remarques. Bon, c'est du direct, hein, notre affaire, hein, donc vous voyez, hop, voilà. Alors, l'estime de soi se constitue de l'image de soi, c'est-à-dire comment je me perçois, comment l'individu se perçoit, et du soi idéal, c'est-à-dire ce que j'aimerais être. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, et là, il va y avoir toujours des négociations à faire de nous avec nous-mêmes, en fait, hein. Et ce fameux axe objectal que vous avez bien imagé euh, dans vos, dans vos réactions, dans la discussion,
c'est le regard de l'autre, la différence avec l'autre. Alors, en effet, alors vous pouvez voir que je reviens assez souvent sur le développement de la personnalité, sur le développement psychologique, hein, de notre fonctionnement, tant du développement intellectuel, hein, qui dure à peu près 15-16 ans jusqu'au milieu de l'adolescence, où on acquiert régulièrement des items, des schèmes, des items intellectuels de plus en plus sophistiqués. Et également de notre évolution psycho-affective qui va plutôt se concentrer sur les 6-7 premières années de la vie, bien renforcer jusqu'à le début de l'adolescence. Et à l'adolescence, on remanie tous les affects, les émotions, etc. Et en fait, de pouvoir analyser, comprendre ce que nous ressentons, ce que nous analysons de nous en regard, en miroir, de ce développement psychologique permet de trouver en nous des ressources, c'est-à-dire des mécanismes de défense, c'est-à-dire ce qu'on appelle mécanismes de défense en psycho, c'est des mécanismes d'adaptation. On va trouver des mécanismes d'adaptation pour vivre le mieux possible avec le lupus. Donc, le regard de l'autre et la différence avec l'autre. Quand on a un lupus, ça, c'est directement visé. Hein, c'est-à-dire qu'il va s'agir de ça. D'ailleurs, c'est ce que vous avez mis dans vos remarques. Hein. J'ose pas en parler, les gens comprennent pas, je me sens différente, on a l'impression que je simule, balala. C'est-à-dire que ça réactualise l'angoisse d'abandon que l'on vit à une certaine période de notre vie, hein, dans la première année de vie, puis régulièrement au moment où on évolue dans notre développement psycho-affectif. La différence avec l'autre, se sentir et ou être différent, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est comme ça que l'on acquiert son identité, sa représentation de soi. C'est ce qui fait que l'on acquiert peu à peu notre autonomie de penser, notre autonomie d'agir, de faire des choix, etc. C'est-à-dire, je dois me dissocier, me sentir différent de l'autre pour pouvoir me sentir exister en tant qu'individu, en tant qu'être, tout seul. J'espère que je me fais, pour l'instant, c'est la première partie. C'est-à-dire que au début de notre vie, on pense être comme nos parents, puis nos modèles, ce sont nos parents, puis pour pouvoir devenir un adulte, il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on se sente différent de nos modèles parentaux pour se sentir des individus. Puis ensuite, à l'adolescence, de temps en temps, il faut se sentir différent des autres, nos pères, PRS, pour pouvoir vraiment avoir une confirmation de notre existence, avoir une confiance en nous, une confirmation de soi. Donc, être et se sentir différent, c'est extrêmement important pour la structure psychologique. Attention, se sentir différent, mais ne pas se sentir abandonné. Je ne veux pas te ressembler parce que j'ai besoin de cela pour me sentir exister, mais je ne veux pas en vivant ça, me sentir seul, abandonné. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambivalence, hein, c'est-à-dire ne pas être comme toi, mais continuer à être avec toi. À l'adolescence, c'est primordial. C'est pour ça qu'en rejetant les parents, les modèles parentaux, et pour ne pas se sentir abandonné, l'adolescent intègre le groupe des pairs. Il opère des appartenances à des groupes. Avec, on s'habille pareil, on a les mêmes goûts, on a les mêmes réseaux sociaux, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas seul.
Au moment où le lupus arrive, au moment où le lupus arrive, s'invite dans la vie de certaines personnes, il y a cette réactualisation de l'angoisse d'abandon. Je lis dans la discussion syndrome de l'abandon, ça n'existe pas. C'est une, enfin je le dis avec bienveillance, hein, c'est une expression qui est en train de descendre dans la rue, sur les réseaux, partout. On oublie, hein, il n'y a pas de syndrome de l'abandon. Il y a des angoisses de séparation ou de l'angoisse d'abandon. Mais bon, c'est pas grave, mais je voulais juste en profiter pour remettre un petit peu du sens dans ces expressions-là. Euh, Avec l'arrivée du lupus, il y a réactualisation de cette angoisse d'abandon. C'est-à-dire que je suis différent des autres qui n'ont pas le lupus. Je suis différent de eux qui peuvent partir, courir tous les jours, qui peuvent faire plein de choses que moi je ne peux pas faire maintenant. Je suis différent. J'ai un lupus et les autres pas. Si je suis différent de l'autre, est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Est-ce qu'on va continuer à m'intégrer, à m'inviter dans les groupes? Est-ce qu'au bout du compte, on va pas se lasser parce que je peux pas sortir, parce que j'ai mal, parce que je peux pas manger, parce que je peux pas me mettre au soleil? Enfin, je suis à risque d'être oubliée parfois par le groupe. Et en effet, ça rallume cette angoisse d'abandon. Alors, l'appartenance à un groupe, utilisons les mécanismes d'adaptation hein, qui se sont construits, hein, qui se sont intégrés dans notre développement de la personnalité. L'appartenance à un groupe, ça peut être l'appartenance à l'association des patients qui ont un lupus, ça peut être l'appartenance à 2, 3 personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital qui ont un lupus, que j'ai rencontrées à des groupes d'éducation thérapeutique, etc. C'est-à-dire qu'au moment où on a des petites angoisses comme ça d'abandon, c'est de se dire, ah mais non, 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 je ne suis pas tout seul. Hein. Je suis différent, mais je suis comme. Je suis différent de l'autre, mais je peux être comme certains autres. D'accord? Ça remplit le vide. Donc, à la question, le lupus a un lien avec le syndrome de l'abandon. Le lupus, je ne sais pas s'il a un lien, mais en tout cas, il fait résonner à nouveau la peur de la séparation d'avec l'autre. C'est pour ça que le regard des autres a un rôle très important dans le vécu et l'accompagnement des personnes vivant avec un lupus. Ah bah, est-ce que vous souhaitez qu'on se fasse à nouveau par rapport à ça? Vous avez peut-être commencé à, vous aviez déjà mis quelques commentaires. Est-ce que vous voulez à nouveau? Tout à fait d'accord avec Christelle, ce sont mes proches qui s'inquiètent le plus pour moi et qui expliquent aux autres ma fatigue due au lupus. Donc, en effet, hein, on peut observer aussi ce type de positionnement de l'entourage qui va venir, qui va venir prendre le rôle de la personne étayante. Hein. Et ça aussi, ça peut être un soulagement d'être étayé par les autres qui vont expliquer à nouveau ce que peut être la fatigue au lupus tout en sachant que certaines personnes vont avoir peur d'être très stigmatisées par ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? La composante émotionnelle, bien évidemment, excusez-moi, la composante émotionnelle dans le vécu de la vie avec un lupus, elle va se mettre en place petit à petit. Elle va s'imposer dès les premières phrases de l'annonce du diagnostic. On a beaucoup travaillé hein, sur l'annonce du diagnostic. On sait que annoncer
annoncer un lupus est quelque chose d'important au sens où euh, c'est un peu comme un canevas sur lequel les patientes vont prendre appui pour démarrer la vie avec le lupus. Et on a tous l'expérience d'un mot qui a été employé au moment de l'annonce du diagnostic et qui a fait associer la patiente sur quelque chose de son référentiel, quelque chose de son histoire de vie, et qui n'était pas forcément le sens donné par le médecin. Il va s'effectuer comme ça des petits désaccordages entre l'information et la compréhension de la personne. Euh, Et c'est vrai que cette composante émotionnelle, c'est ce qui résiste le plus au mécanisme d'adaptation à la maladie. C'est-à-dire que l'émotion embolise, si je peux me permettre le terme, les capacités de penser, que ce soit au moment de l'annonce du diagnostic, mais dans des moments où le lupus est plus vivant encore dans les corps. Et en fait, la composante émotionnelle fige, elle empêche, j'ai envie de dire, elle empêche de penser large, en fait, hein. Et donc, c'est ce qu'il faut désamorcer le plus possible pour pouvoir retrouver un rapport à la réalité qui va être vivable. Euh, on reviendra sur, il y a une remarque, là, la première poussée à l'âge de 15 ans n'a pas été diagnostiquée en tant que telle, il a fallu attendre la deuxième poussée. En effet, hein, parfois, c'est ce que j'expliquais tout au début de l'intervention, c'est-à-dire que le lupus est une maladie un peu sournoise, hein, et il faut parfois enfin, de plusieurs consultations, plusieurs investigations. Là, vous parlez d'une deuxième poussée, hein, parce que le diagnostic n'est pas toujours pensé tout de suite, ou est peut-être pas facile à établir au début, hein. Il y a surtout peut-être ça aussi. Alors, quelques propositions, parce qu'une fois que l'on a décrit, etc., qu'on a dit que c'était difficile, je crois que d'emblée, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que euh, on a tous des ressources en soi qui vont nous permettre de vivre avec la pathologie chronique, de vivre avec le lupus. Alors, plus ou moins de façon satisfaisante pour chacun, selon les moments de notre vie, mais attention, on a les ressources. On a des ressources psychiques tout au fond de nous qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien et qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir réagir à la présence du lupus. Je pense qu'il est important quelques temps après le diagnostic, quelques années parfois. C'est toujours très, très productif de reparler de l'annonce du diagnostic, de la première année avec le diagnostic. D'ailleurs, les patients le font assez facilement et y reviennent. Le jour où la première année, ma première poussée, mes premières douleurs, ce que le médecin m'a dit, ce que j'avais compris, pas compris, le diagnostic, c'est quelque chose que l'on reprend deux fois, trois fois, quatre fois, parce qu'on ne retient pas beaucoup d'informations sur les premières annonces. Donc, de pouvoir à un moment donné se poser et se dire, allez, si je faisais le point de mes connaissances, connaissances, c'est de l'information, c'est le quelque chose qui est sans émotion. C'est les douleurs, c'est les plaques, c'est le nombre de poussées, voilà. Qu'est-ce qu'il en est de mes connaissances et qu'est-ce qu'il en est de mon vécu, de mes émotions qui vont venir peut-être déformer ma connaissance, amplifier certains symptômes dans mon ressenti, etc. Oula,
Désolée. De pouvoir repérer les impacts qui appartiennent à la maladie. C'est les comportements qui objectivement ont changé chez moi. Est-ce que j'ai dû objectivement changer d'activité ou bien cette activité, de toute façon, j'en avais ras-le-bol. Donc, bon voilà, je l'ai enlevé. Puis à un moment donné, je me suis dit que c'était à cause du lupus. Le lupus, il peut être pris en otage aussi à certains moments donnés. C'est-à-dire que le lupus peut être, à un certain moment de la vie, la raison toute trouvée, le coupable tout trouvé pour expliquer, argumenter, excuser certains lâcher-prise de notre vie. Des lâcher-prises qu'on aurait pu avoir de toute façon, même sans le lupus. Donc, de pouvoir redonner au lupus ce qui lui appartient, c'est important. Est-ce que dans ma profession, le lupus est intervenu, etc. Donc, ce qui est effectivement lié au lupus et ce qui appartient aux inquiétudes et ce qui est du fonctionnement psychique habituel. Se réapproprier son corps. Alors ça, c'est une partie qui m'apparaît importante. Euh, Réintroduire le plaisir, la détente, je pourrais mettre point de suspension. Euh, il m'arrive assez souvent d'entendre des patientes qui me disent mon corps, il est douloureux, même quand j'ai pas de poussée, j'ai l'impression qu'il me fait mal. Il me fait mal le matin, j'arrive pas à oublier. Il me fait plus mal, mais il y a une résonance, une persistance du ressenti de la douleur que j'ai toute la journée, tous les jours, pendant des longues périodes. Je me renferme, je me sens raide. J'ai peur qu'on me touche, j'ai peur qu'on m'aborde. Je ne supporte pas que mes enfants montent sur mes genoux, que lorsque je suis tranquillement sur le canapé, mon petit dernier vienne et ouais, maman, j'ai peur. Je me rends compte que je fuis le contact physique avec les autres, même les amis, mais même des proches comme mes enfants, mon partenaire. Et oui, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. C'est comme si le corps il ne pouvait plus être touché, comme si il ne pouvait être qu'une douleur en fait. Et ce travail sur le corps qui peut passer par, tout à l'heure dans la discussion, il y avait la sophrologie, la réflexologie, la méditation, etc. C'est-à-dire de pouvoir imposer à nouveau, pouvoir imposer, c'est ça, un petit peu en force, le plaisir, la détente, scanner son corps morceau par morceau pour pouvoir le vivre sans douleur, de pouvoir euh, une activité physique, c'est un corps qui bouge, mais c'est un corps qui peut être à la fin de l'activité physique fatigué. Mais la fatigue détente, mon corps il a fonctionné, je me détends, je suis apaisée. Mon corps a travaillé, mes muscles ont travaillé, et là j'ai eu une fatigue, mais la détente après l'effort physique. Ça peut être redécouvrir les massages. Ça peut être sous la douche. Voilà. C'est-à-dire que ce corps qui est souvent en souffrance, qui est, ouais, qui est douloureux, on va dire, un mot un peu générique, ce corps qui est également soumis aux injections, aux perfusions, aux prélèvements sanguins, parfois des endoscopies, et j'en passe et des meilleurs. Ce corps qui est aussi très agressé, on va dire, pour la bonne cause, pour un meilleur traitement, pour une meilleure connaissance, c'est clair. Mais il n'en reste pas moins que ce corps, il est agressé par la surveillance médicale. Eh bien, de pouvoir lui redonner l'expérience de la détente, l'expérience du plaisir, comme il y avait avant. C'est pas le même plaisir, peut-être, c'est pas la même détente, mais le corps, il a appris depuis la naissance. Et la mémoire du corps, elle est importante à réveiller, hein. Et c'est vrai que j'ai mis là, sur cette slide, se situer à nouveau dans la
temporalité. Avant, maintenant, demain. On a un maintenant qu'on n'aime pas trop quand on a l'annonce du diagnostic, quand on est en poussée, quand on a des périodes douloureuses le matin. Bon, c'est point de suspension tout ça. C'est pas d'aller retrouver notre corps d'avant le lupus, mais c'est d'aller retrouver des choses que le corps a appris à ressentir. Il a appris à ressentir du plaisir. Il a appris la détente à certains moments donnés. Et ça, c'est inscrit dans le corps. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça peut aller se réveiller, hein, parce que il y a ce repère de soi dans la temporalité qui est aussi bousculé au moment où on apprend qu'on a une maladie comme le lupus, mais aussi à partir de ce jour-là surtout, avec des projections sur le demain qui peuvent être parfois enrayées, freinées par cette pathologie. Repérer nos connaissances de la maladie, repérer les lignes de force de la famille, l'entourage social, c'est en fait repérer ses ressources affectives autour de nous. C'est, je pense, bien repérer et porter sa confiance dans la relation avec son soignant référent. C'est reconnaître un besoin de réassurance et oser le demander. Lorsqu'on a une maladie chronique, euh, quand on a un lupus, je dirais que c'est normal, au sens adapté, d'avoir besoin d'être rassuré. Et avoir besoin d'être rassuré, c'est pas régresser, c'est pas redevenir un petit bébé qui a besoin de ses parents, pas du tout. Reconnaître qu'on a besoin de réassurance, d'être rassuré, c'est plutôt une maturité adulte, c'est-à-dire je ne donne pas de jugement à mon besoin actuel, mais je le reconnais et je vais chercher de l'aide quelque part. Et qui peut me rassurer? Mon soignant. Euh, je lis en dernière remarque là, Mireille, vous dites le lupus, malgré sa pénibilité, m'a dirigée vers l'art et l'enseignement. Je dois dire que je n'ai pas été abandonnée, mais soutenue. La première poussée a eu lieu en 1960. Ce sont des partages d'expériences qui sont importants ce soir à avoir entre nous tous. En effet, et de pouvoir investir, nous faire découvrir certains domaines vers lesquels, pardon, on aurait peut-être été, mais peut-être que le lupus favorise ça ou crée ça. Il y avait une remarque tout à l'heure dans la discussion où est-ce que le lupus peut rendre fort? En tout cas, il peut participer à nous faire découvrir des espaces comme ce que dit Mireille, qui nous permettent d'investir d'autres champs, d'ouvrir et vous parlez de l'art et de l'enseignement qui peuvent rentrer donc du coup en concurrence, et je m'explique avec le lupus, c'est-à-dire venir balancer, contrebalancer le poids de la pénibilité hein, dont vous parlez, mais réveiller, participer à réveiller du plaisir. Et vous parlez de l'art ou de l'enseignement, et je pense que c'est quelque chose qui illustre assez bien ce que je souhaitais partager avec vous ce soir. Je remonte un peu dans la discussion. Là, c'est Adja, vous dites, voilà, c'est une maladie invisible, alors je refuse de sortir. Hein, je suis devenue associable et compliquée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, pas votre identité, mais votre image, elle est, elle est travestie. Hein, et il s'agirait là, en effet, de redonner la vraie image de vous-même. Hein. C'est tout un travail sur soi. Euh, alors, une petite conclusion peut-être euh, pour se faire du bien en fait. Et bon, être bienveillant avec soi, c'est pas le mot que j'emploie.
dans ma vie de psychologue, je dis souvent, soyez gentil avec vous-même. C'est important d'être gentil avec soi quand on est malheureux, quand on est triste, quand on souffre, quand on doit avoir un traitement régulièrement, parce qu'il y a des périodes où ça va bien. Et ça va bien parce qu'on prend son traitement, on le fait, on le comprend, alors, par rapport au traitement, je ne veux pas ouvrir des portes en fin d'intervention, mais parfois le ras-le-bol du traitement, l'oubli, entre guillemets, de certaines prises. En tant que psychologue, je le défends d'ailleurs, ça fait partie du traitement en fait. Et à un moment donné, comme on vit avec le lupus et qu'on n'est pas un lupus, ben, le traitement, c'est normal qu'à certains moments donnés, waouh, on a envie de le mettre un peu à distance aussi. Pas forcément quelque chose qu'on va conseiller, même les psychologues vont pas conseiller ça, mais en tout cas, pas de jugement, soyons dans la limite, hein, bien sûr, hein, dans la limite d'une non mise en danger. Hein. En tout cas, il faut le comprendre dans ce sens-là. Donc, il faut être gentil avec soi. Euh, le lupus, c'est une pathologie chronique, on le sait tous. Alors, on a du temps. On a du temps pour s'adapter. On a du temps pour essayer plusieurs comportements, plusieurs réactions, plusieurs attitudes. On a le droit à échec, erreur, hein, réussite. Voilà, on a du temps. S'accorder le droit d'être en colère et de ressentir de l'injustice, je pense que dans ma pratique, il y a encore les patients longtemps, si c'est pas toujours, ressentent encore toujours des sentiments comme ça par période. Alors il faut s'accorder le droit de le dire, d'être en colère. Euh, Se rapprocher des personnes importantes pour soi, c'est-à-dire des personnes avec qui on va pouvoir être soi. Dans une des remarques tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait mais je m'enferme, les gens pensent que je suis associable, j'ose pas sortir parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie de parler, je garde secret. Vous voyez, on est obligé de composer, c'est presque si on vivait en faux self, hein, construisait une autre image de nous, une image qui doit correspondre à ce qu'on pense que l'autre pense de nous. Attention, hein, tout ça est dans la subjectivité. Hein. Parfois, on a peur que et on pense que l'autre pense ça de nous, puis en fait, l'autre pas du tout. Attention aussi toujours, un principe de réalité. Donc, se rapprocher des personnes importantes pour soi, ça veut dire vers celles avec qui on pourra être nous-mêmes, être en colère, être découragé, pleurer, avoir de l'humour, voilà, où on pourra se débrider, oser demander de l'aide aux autres, demander de l'aide aux soignants, à ses soignants référents. Poser plusieurs fois les mêmes questions, eh ben, c'est pas grave. Faut pas se dire, oh là là, il va penser que je comprends rien, que je suis bébête. Non, non. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit les choses que l'autre sait, que l'autre a la connaissance, que l'autre a l'expérience et la compréhension et l'intégration. Et alors, osons plusieurs fois poser les mêmes questions à nos soignants, en l'occurrence, oser demander qu'on nous rassure. Euh, Oser, ça veut dire prendre le risque de réussir. Oser, c'est prendre le risque d'être bien prêt. Et ça aussi, c'est important. Oser, c'est pas forcément je vais échouer, je prends un risque d'échouer. Oser pour réussir. Ça, c'est important. Je voulais vous dire quelque chose, puis là, j'ai oublié. Oser. Euh, Désolée, je voulais associer sur quelque chose. Euh, ah, oui, une petite recette dans le oser, poser plusieurs fois la même question, etc.
je le répéterai jamais assez, je le dis tout le temps, c'est la consultation avec le soignant référent, elle est hyper importante parce que les soignants sont débordés, on a des consultations, bah, pas tous les jours, heureusement, on prend longtemps son rendez-vous à l'avance, etc. Et il faudrait résumer en enfin, sur le temps d'une consultation, toutes les questions qu'on s'est posées depuis la dernière fois où on s'est vu avec le soignant, reparler de tous les événements, de tous les ressentis qu'on a vécus, etc. Waouh! Alors, ayez un petit cahier où vous notez ce que vous aimeriez demander à votre soignant référent et de pouvoir dire à votre soignant, attendez, j'ai cette question-là, bon, celle-là, ça n'a plus lieu d'être, vous venez déjà de répondre, j'ai encore cette question, il m'est arrivé que, et surtout, osez demander à votre soignant, quel qu'il soit, 2 minutes. 2 minutes pour dire monsieur, madame, docteur, je sais pas, madame la psychologue, je vais vous dire ce que j'ai compris de notre consultation aujourd'hui. C'est extrêmement important. Voilà ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit aujourd'hui, docteur. Qu'est-ce que c'est important? Parce que à ce moment-là, vous allez synthétiser, vous allez vous apercevoir si vous avez oublié ou pas quelque chose, si quelque chose a besoin d'être ajusté. Et là, votre soignant va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai abordé ça avec vous, alors c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Et vous allez repartir avec de l'info la plus objective possible. Et là, il faudra le remarquer sur le petit cahier. Alors, je vais donc arrêter le partage. Alors, je vous remercie de m'avoir permis de mettre des mots, d'accord, sur mon ressenti. Vous dites que l'on a du temps pour s'adapter, c'est révoltant parce que l'on peut toujours espérer que la science avance. Je ne comprends pas la remarque. Moi, ce qui me révolte, c'est ce Téléthon qui oriente toujours ses recherches sur l'homéopathie. Peut-être que nous sommes en minorité, mais quand même, pourquoi n'aurions-nous pas droit aux bénéfices? Ah, mais complètement. Attendez, alors quand j'ai dit on aide le temps, je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit. Voilà. Alors, quand j'ai dit on a du temps, euh, quand j'ai dit on a du temps, j'ai dit, je veux dire, ne nous en voulons pas à nous-mêmes de ne pas nous adapter rapidement au lupus. C'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à obtenir de moi pour le lupus, dans ma façon d'y réagir, dans ma façon de faire le traitement, etc., ben, c'est pas grave en soi. Je ferai mieux la semaine prochaine, je ferai mieux dans 3 mois. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. Bien évidemment que profitons de la recherche. Et souvent, il faudrait que je commence mes phrases par à l'heure actuelle de la recherche médicale. Je l'ai dit tout à l'heure. À l'heure actuelle de la recherche médicale, on ne guérit pas le lupus. Mais bien évidemment qu'il faut y croire. Bien évidemment, il faut mettre des sous dans la recherche. Bien évidemment. Mais alors là, à 100%. Hein. J'ai fait un journal des symptômes, mais hélas, elle ne le regarde jamais. Mais vous savez, alors je pense que vous avez peut-être tous entendu parler d'éducation thérapeutique du patient. C'est le patient qui est acteur de son traitement. Donc, c'est pas je pose le cahier de mes symptômes, mon journal, je le pose sur la table et je me dis peut-être que le médecin va... Non, docteur, j'ai marqué des choses là. Est-ce que vous pouvez le lire ou puis-je me permettre de vous le lire? Il faut, il y aura pas de soignants qui vous diront, ça m'intéresse pas ce que vous allez me dire. Attendez, c'est bon, tout ce que vous allez me dire, ça, je le sais, j'ai 1 000 patients, moi. Non, 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 ça n'existe pas. Le patient va prendre, excusez-moi, le soignant va prendre le temps de lire ça. C'est important, parce que c'est ce qui va peut-être certainement lui permettre, d'avoir des infos pour peut-être bouger certaines modalités de traitement pour que ça se passe mieux pour vous, mieux comprendre ce que vous ressentez et pouvoir y répondre. Vous êtes acteur et vous pouvez dire, docteur, j'ai besoin, docteur, je vais vous dire, c'est pas, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, si vous avez le temps. Docteur, je tiens à vous dire. C'est quelque chose qui se fait. C'est ça, cette relation peut-être de confiance
Mais oser, osons dire à nos soignants ce que on ressent, ce que l'on a besoin d'informations, ce qu'on a juste besoin de dire, parce que c'est lui. Est-ce qu'il y a d'autres partages d'expériences, d'autres commentaires? Ah oui, excusez-moi, j'avais mis de côté la remarque accompagner un enfant avec le lupus. Alors, comment dirais-je? Si je devais le résumer, parce que je ne l'ai pas préparé, ça ne faisait pas partie du topo, mais peu importe, je dirais peut-être dès le début. J'ai été plus de 20 ans à l'hôpital Robert Debré en service de pédiatrie d'enfants avec des pathologies chroniques, le diabète et des pathologies endocriniennes. Et en effet, s'il y a, je crois, quelque chose d'important chez l'enfant qui a une pathologie chronique, et là on parle du lupus, jeune, c'est de lui dire, de l'accueillir comme un enfant tout venant, c'est-à-dire de ne pas l'accueillir comme un lupus, hein. Je fais exprès d'être brutale, hein, mais de l'accueillir comme la petite Justine avec un lupus, c'est-à-dire oh maman, je suis fatiguée, dit-elle, Justine, en rentrant à la maison. Ah, il est 4h30. Oh, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Mais Justine, tu m'as pas dit que tu avais gymnastique aujourd'hui? Vous avez fait quoi? Vous avez fait de la muscu? T'as trop couru? C'est-à-dire que quand on accueille Justine, avant de dire, ah, mais tu sais bien, ça doit être ton lupus, oh, est-ce que tu... Non, 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 non. Mais Justine, c'est lui dire, mais vous avez gymnastique, c'est toi et les autres de ta classe, vous avez eu gymnastique. Est-ce que tu n'as pas fait beaucoup de courses? Ah ben, tu as des courbatures. C'est-à-dire de lui imprimer cette image d'un élève parmi d'autres dans sa classe, d'un enfant parmi d'autres enfants. Voilà. Et après de dire, bah non, maman, oui, je pensais que j'avais gym, mais en fait, j'ai pas eu gym. Ben, écoute, hier soir, vous êtes couché tard avec ta sœur, hein? Hein, on est monté avec papa 3 fois pour vous dire de dormir, hein. Donc, tu vois bien que c'est important. Vous voyez, voilà, d'accueillir votre l'enfant, pardon, comme un enfant. Voilà. Et puis ensuite, en effet, si il revient là-dessus et de pouvoir dire, bah oui, bah écoute, on va voir un petit peu. Si ça continue dans 2, 3 jours, peut-être que j'appellerai ton médecin. Vous voyez, je pense que c'est important. C'est l'enfant, il se développe, l'enfant se construit et de pouvoir lui apprendre à avoir cet espace de liberté, de ressenti, de liberté de penser euh, sans le lupus, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, comment dirais-je Euh, Non, non. L'enfant risque pas de ne pas se sentir écouté parce que lorsque vous aurez éliminé les motifs qui peuvent expliquer sa douleur, par exemple, dans l'exemple que je disais, mais moi, j'ai pas eu gym, hein, dit Justine. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? T'avais mal déjà ce matin? Après, vous pouvez revenir tranquillement, bien sûr. Ou si 2, 3 jours après, Justine dit, bah, j'ai encore mal, maman, oh là là, c'est surtout ce matin, là, oh là là, j'avais du mal à porter mon cartable. Et, bah là, bien évidemment, vous allez dire, bah, écoute, là, c'est peut-être le lupus. Mais au moins, à un moment donné, il a la possibilité d'être les deux. Parce qu'il y a des moments où il sera comme les autres enfants, il sera juste fatigué à cause de la gym, parce qu'il a fait la foire dans sa chambre avec sa sœur, etc. Non, non, ça c'est pas du tout. C'est pas comme si le parent était dans le déni total ou dans la dénégation de lupus, où certains parents ne veulent pas entendre parler de la maladie chronique en disant mais il faut être fort, oui, bah, de toute façon c'est pour toute la vie, donc du coup il faut que tu apprennes à vivre avec, allez, te laisse pas abattre. Non, c'est pas du tout ça que je prône, hein. Pas du tout, pas du tout.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Écoutez, sinon on peut à ce moment-là arrêter là. Dites-moi. Rien vous vient. Alors, sachez que le docteur Fa, qui est avec nous, a fait un enregistrement et il y aura la possibilité de, d'avoir un replay, hein, de ces échanges. Je vous remercie, vous aussi. Je vous remercie pour nos échanges, votre écoute. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter, surtout osez. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis ben, pouvoir repenser un petit peu. Je sais pas, peut-être que vous avez pris des notes, de repenser un petit peu. Il peut y avoir des tilts qui viennent et il va y avoir des connexions qui vont se faire, des associations. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Courage à tout le monde.